Une auteure qui s'appelle Lilia Somberger. J'en parle souvent parce que vraiment, c'est elle qui a allumé dans mon cerveau quelque chose d'essentiel. Parce qu'à l'époque où je rentre en possession de ce document, je me trouvais en France et je faisais des recherches sur... enfin, je ne sais pas, je vais écrire un texte. Et je suis tombé comme ça sur une référence qui parlait du travail de Lilia Somberger sur les langues africaines et qui citait un passage où elle faisait une relation entre le copte et les langues mandingues. Je dis, quoi? Est-ce que ça existe ça? Est-ce que c'est possible ça? Et en faisant des recherches, j'ai compris qu'en fait, le document que je voulais, qui m'intéressait, la référence en question se trouvait à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Donc, je suis allé à cette bibliothèque, j'ai fait des recherches, finalement, j'ai trouvé le document. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on fait tant de misère à ceux qui prétendent que cette civilisation était africaine, notamment à Cheikh Anta Diop et éventuellement à Théophile Obenga? C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui ont l'information, mais qui sont des idéologues, qui refusent vraiment de considérer les faits pour ce qu'ils sont, parce que on est quand même censé avoir lu, quand on est linguiste, on est quand même censé avoir, surtout quand on est linguiste et qu'on s'intéresse à l'égyptien ancien, on est quand même censé avoir lu Lilia Somberger parce qu'elle a beaucoup travaillé avec les langues négro-africaines et précisément, elle a tenté d'illustrer plusieurs choses qui se rapportent effectivement à l'égyptien ancien. Elle a un article d'ailleurs qui est très important où elle parle des parties du corps humain. Parce que il est dit et reconnu que la manière de nommer les parties du corps humain, c'est un lexique, un vocabulaire fait partie du vocabulaire qui change le moins dans l'évolution d'une langue. La manière de dire la tête, les bras, les pieds, parce que c'est évident, c'est les mots qu'on apprend vraiment dans les premiers mots de l'enfance et ce sont des mots relativement stables. Et elle a fait une étude dans ce sens pour montrer effectivement le lien que ces mots avaient du point de vue du copte de l'égyptien ancien avec les langues africaines. Donc ça montre que c'est une langue africaine. Donc moi, quand j'ai vu ça, je dis, mais c'est un argument essentiel parce qu'en plus, c'est pas n'importe qui Lilia Somberger, parce que c'est une des ressources qui a formé cette science qu'on appelle aujourd'hui la linguistique. Elle a été présidente de la Société linguistique de Paris pendant des années. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est venu avec des idées un peu... Elle connaît la science de la linguistique. Elle sait de quoi elle parle. Donc, cette ressource m'a suffi vraiment pour clore le débat. Elle dit ceci, dans une lettre adressée au directoire à Paris. Elle dit, il y a quelques mois, j'ai eu l'insigne honneur de rendre compte à l'Académie des résultats de mes études des langues négro-africaines et de l'égyptien. J'ai conclu en ces termes. Les langues négro-africaines modernes dérivent de l'égyptien. Messieurs Meillet et Moret ont bien voulu prendre la parole pour m'encourager à poursuivre mon examen des faits communs. Il m'est possible aujourd'hui de confirmer et de préciser la chose. J'ai constaté, en effet, que les dialectes mandés du Soudan occidental représentent un dialecte copte, peu modifié sinon au point de vue de la phonétique. Nul n'ayant jamais hésité à classer les langues de type mandé parmi les idiomes dits africains, et la parenté des langues négro-africaines étant pratiquement admise aujourd'hui, démontrer que le mandé n'est qu'un dialecte copte, c'est trancher d'une façon définitive la question de l'origine des parlers africains modernes. J'ai tenu à mettre l'Académie au courant de cette découverte. Donc, en fait, cette note apporte plusieurs éclairages. Le premier, c'est de considérer en réalité que le copte n'est pas une langue morte, puisque le copte survit à travers les langues avec lesquelles elle partage ou il partage des affinités remarquables, notamment le bambara, le malinké, bref, les langues mandées, c'est-à-dire le soussou, le sonenké, le wolof, etc. Bon, le wolof, c'est pas une langue mandée, mais enfin, c'est une langue voltaïque, c'est réputé voltaïque, en tout cas. Ce sont des nuances, mais c'est important de comprendre que pour moi, ça a été vraiment une révélation, véritablement, parce que j'aurais pu, moi, le dire à mon niveau, l'ayant déjà compris, mais ça aurait eu moins de poids, parce qu'on aurait dit, bon, tu n'as pas fait des études en linguistique, vraiment, c'est compliqué, parce que même si tu le dis, on sera toujours à te rappeler que non, en fait, il faut faire la linguistique vraiment pour comprendre, parce que vraiment, tu n'as pas fait de métathèse ici, tu n'as pas fait de ceci. Donc, elle connaît tout ça. Et elle produit ce résultat vraiment qui nous facilite la vie. Donc, pour cette raison que moi, voilà, j'aime à rappeler quand même son travail parce que c'était important. C'est d'autant plus qu'il a été ostracisé, c'est-à-dire mis dans un tiroir et oublié. Parce que, évidemment, c'est dangereux pour ceux qui prétendent à une Égypte sémitique de considérer ses propos, c'est compliqué.
Donc, l'année suivante, en 1929, elle écrit un mémoire dans lequel elle rapporte donc ses propos. L'idée que toutes les langues négro-africaines seraient des formes de l'égyptien a paru révolutionnaire. Elle a été généralement accueillie avec scepticisme. On a dit que l'égyptien écrit sans voyelle ne permettait pas de vérifier l'exactitude des correspondances. Les raisons d'ordre technique invoquées dans les mémoires cités ne pouvaient convaincre que les linguistes exercés et habitués aux méthodes de la grammaire comparée. En fait, ce qu'elle dit ici, c'est qu'on lui a fait beaucoup de misère dans les complications techniques, justement ce que nous voulons éviter. Parce qu'on lui dit, par exemple, que l'égyptien ancien, puisqu'il s'écrit sans voyelle, ne permet pas de vérifier les conclusions auxquelles elle parvient. Et c'est un procès en sorcellerie. Pourquoi? Parce que dans le même contexte, les mêmes auteurs produisent des systèmes consonantiques pour valider l'indo-européen, le sémitique, etc. Mais pour ce qui concerne les relations avec les langues africaines, ils prétendent qu'il faut aussi retrouver les voyelles. Quand on sait que les racines des mots sont toujours des racines consonantiques, les voyelles mutent, elles changent, puisqu'elles dépendent du ton, même de la personne qui parle. C'est-à-dire, d'une ville à l'autre dans le même pays, la même langue, on ne prononce pas la même chose. C'est-à-dire, je donne souvent l'exemple même de la Martinique que je connais un peu. C'est-à-dire, au nord, on utilise un phrasé ou un accent qui n'est pas le même que celui du sud, alors que c'est une île. Vous comprenez le problème à l'échelle d'un continent, vous imaginez que combien ça peut muter. Donc, on ne peut pas se baser sur les voyelles. On ne peut pas. C'est impossible. Mais on lui fait ce procès parce qu'on veut empêcher qu'elle prospère dans cette démarche. Okay? Mais elle avait raison. Elle avait raison. Elle dit donc, les raisons d'ordre technique invoquées dans les mémoires, etc., etc., bon, abandonnant cette fois. Donc, elle dit, OK, bon, vous avez raison, je vais me limiter simplement aux langues mandées. Parce qu'au départ, elle le disait pour toutes les langues négro-africaines, y compris les langues dites bantoues. Et elle avait raison de le dire. Mais elle a dit, OK, je vais juste me focaliser sur les langues mandées et je vais produire un résultat vis-à-vis de ça. Abandonnons cette fois les études d'ensemble, nous limitons ici la comparaison au seul dialecte copte et mandé. Elle dit donc clairement, il suffit de rapprocher les faits pour se convaincre que le malinké et le bambara sont des dialectes coptes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que vous devez savoir que quand on parle aujourd'hui malinké ou bambara, c'est la langue que parlaient les anciens Égyptiens dans la rue. C'est la langue avec laquelle ces ancêtres ont subjugué le monde. Parce que c'était la première nation au monde. C'était le pays le plus puissant au monde pendant des millénaires. Et c'est une civilisation qui s'est étalée sur 3 millénaires, ce qui est du jamais vu. Hein, parce que vous devez savoir, je le dis souvent, que c'est ce qu'on appelle l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Une civilisation qui dure 3 millénaires, c'est-à-dire qu'elle est invincible. C'est-à-dire qu'elle contrôle le vivant dans tous ses aspects. Et naturellement, au cœur de ces aspects se tient la spiritualité, évidemment. C'est-à-dire qu'elle a compris comment fonctionne l'univers. Donc, notre modèle, c'est le modèle qu'il faut, en fait, pour le monde, l'univers. Parce qu'une civilisation qui produit autant et sur laquelle vivent encore aujourd'hui d'autres populations qui sont arrivées par la suite, eh bien, ça montre bien quelle est la source.